La femme de ménage a été la seule à s'occuper du millionnaire après qu'il ait contracté une maladie dangereuse. Julien Moreau avait tout. Une fortune bâtie sur des vignobles centenaires à Bordeaux, une famille influente, le respect des cercles d'affaires. À 30 ans, il était l'héritier idéal d'une dynastie de vignerons français, jusqu'au jour où une maladie mystérieuse l'a frappé sans pitié. En quelques semaines, l'homme qui dirigeait des affaires de plusieurs millions ne pouvait plus parler clairement, ni se lever seul. Son corps l'avait trahi, et, un à un, tous ceux qui juraient l'aimer ont disparu. Sa mère est partie vivre chez sa sœur à Toulouse. Le stress est insupportable. Sa sœur a cessé de répondre aux appels. Ma carrière à Paris ne peut pas attendre. Son frère aîné est venu 2 fois, mais a passé plus de temps dans le bureau à relire des documents qu'auprès du lit du malade. Les amis se sont évaporés. Les médecins sont devenus vagues. L'immense propriété, autrefois pleine de vie, s'est transformée en mausolée silencieux. Il ne restait qu'elle. Camille Devreau, la femme de ménage engagée depuis quelques mois. Une femme de 30 ans, originaire de Limoges, fille d'ouvrier, sans formation médicale, sans raison de rester. Et pourtant elle est restée. Tandis que la famille abandonnait Julien à son sort, Camille a appris seule à s'occuper de lui. Des nuits sans sommeil, des crises qui la terrifiaient, le silence tranchant d'une maison que plus personne n'appelait. Elle ne recevait pas d'ordre, elle n'avait aucune garantie. Elle aurait pu partir à tout moment, mais elle n'est pas partie. Et entre les médicaments administrés d'une main tremblante, les draps changés au milieu de la nuit et les mots murmurés quand il ne pouvait pas répondre, quelque chose d'impossible s'est produit. Julien est revenu à la vie. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Parce que Camille ne voyait pas en lui le millionnaire déchu. Elle voyait l'homme. Mais lorsque Julien commence à aller mieux, la famille réapparaît, avec des sourires faux, avec des intentions obscures, désireuse de vendre ce qu'il reste de l'Empire, de l'éloigner, d'effacer le temps où elle était la seule à être là. Et maintenant, Julien doit faire le choix le plus difficile de sa vie, revenir vers ceux qui l'ont abandonné ou rester avec celle qui ne l'a jamais quitté. C'est l'histoire d'une femme qui est restée quand le monde entier a fui, et d'un homme qui a découvert que le véritable amour ne se trouve pas chez ceux qui promettent de rester, mais chez ceux qui restent, même quand personne ne regarde. Le brouillard matinal glissait doucement entre les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue, enveloppant la propriété Moreau d'un voile gris et humide. Camille Devreau poussa la lourde porte en chêne de la cuisine et inspira profondément l'air frais de novembre. 6 heures du matin. Le silence était presque tangible, épais comme la brume qui s'accrochait aux fenêtres à carreaux. Elle alluma la lumière et la grande cuisine provençale s'illumina, révélant les poutres anciennes au plafond, les casseroles en cuivre suspendues au-dessus du plan de travail en pierre et la longue table en bois massif où, quelques mois auparavant, la famille Moreau se réunissait encore pour les repas dominicaux. Aujourd'hui, cette table était vide, toujours vide. Camille enfila son tablier bleu marine et mit la bouilloire sur le feu. L'eau commença à chauffer avec un sifflement léger qui rompit le silence oppressant. Elle prépara le café dans la vieille cafetière italienne que Madame Moreau, la mère de Julien, avait rapportée d'un voyage à Rome des années auparavant. Camille se souvenait encore du jour où elle avait été engagée, 3 mois plus tôt. La maison était différente alors, vivante. Des voix résonnaient dans les couloirs, des rires éclatèrent dans le salon, et Julien Moreau lui-même passait ses journées entre son bureau vitré, donnant sur les vignobles et les caves où vieillissaient les meilleurs crus de la région bordelaise. Mais tout avait basculé en l'espace de quelques semaines. Camille versa le café dans une tasse en porcelaine fine, ornée de motifs floraux, et monta l'escalier de service vers le premier étage. Ses pas résonnaient sur les marches en bois ciré. Elle atteignit la chambre principale, celle qui autrefois appartenait au maître des lieux, mais qui s'était transformée en une sorte de chambre d'hôpital improvisée. Elle frappa doucement avant d'entrer. « Monsieur Moreau ?»« C'est moi, Camille. Je vous apporte votre café. » La voix qui lui répondit n'était qu'un murmure rauque, presque inaudible. « Merci. » Julien était allongé dans le grand lit à baldaquin, le dos soutenu par plusieurs oreillers. Son visage, autrefois rayonnant et bronzé par le soleil des vendanges, était maintenant pâle et creusé. Ses cheveux châtains, habituellement bien coiffés, tombaient en désordre sur son front. Ses yeux bleu-gris, cependant, conservaient cette intensité particulière,
comme s'il gardait enfermée toute la force que son corps avait perdue. Camille posa la tasse sur la table de chevet et ouvrit légèrement les lourds rideaux bordeaux pour laisser entrer la lumière grise du matin. Le paysage s'étendait devant eux. Des hectares de vignes endormies, le clocher de l'église du village au loin et les toits d'ardoise des dépendances où les ouvriers saisonniers logeaient autrefois pendant les vendanges. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle en s'approchant. Julien hocha faiblement la tête, mais Camille savait qu'il mentait. Elle l'avait entendu gémir pendant la nuit. Les crises étaient de plus en plus fréquentes et elle ne savait jamais vraiment comment réagir. Elle n'avait aucune formation médicale. Tout ce qu'elle savait, elle l'avait appris en observant l'infirmière qui venait 3 fois par semaine, quand elle venait. « Vos frères ont appelé hier soir ?» demanda-t-elle prudemment en l'aidant à se redresser. Le regard de Julien se durcit légèrement. Il secoua la tête. « Non, comme d'habitude. » Sa voix était à peine un souffle, mais Camille y perçut une blessure profonde, une tristesse qui allait bien au-delà de la maladie physique. Elle changea rapidement de sujet. « J'ai préparé une compote de pommes pour votre petit déjeuner. Des pommes du verger. Elles sont parfaites cette année. » Elle quitta la chambre et redescendit à la cuisine pour préparer le plateau. Tout en épluchant les pommes, elle repensa à la première fois qu'elle avait franchi le portail de la propriété Moreau. C'était en août, lors d'une chaude journée d'été. Le soleil écrasait les vignes et l'air sentait le raisin mûr. Elle venait de Limoges, où elle avait travaillé dans plusieurs maisons bourgeoises, toujours discrète, toujours efficace. Lorsqu'elle avait été contactée par l'agence de placement pour travailler chez les Moreau, elle avait accepté sans hésiter. Le salaire était généreux, et la région bordelaise avait toujours exercé sur elle une fascination particulière. À l'époque, Julien Moreau était un homme plein de vitalité. Grand, élégant, il portait des chemises en lin blanc et des pantalons beige impeccables. Il parlait peu, mais avec une courtoisie naturelle qui la mettait à l'aise. Sa mère, Madame Élisabeth Moreau, était une femme distinguée aux cheveux argentés, toujours vêtue de tailleur Chanel et de perles fines. Elle dirigeait la maison avec une autorité douce mais ferme. Le frère aîné, Vincent, venait souvent le week-end avec sa femme et ses 2 enfants. Il y avait aussi Marie-Claire, la sœur cadette, qui vivait à Paris mais revenait régulièrement pour les fêtes familiales. Puis, fin septembre, tout avait changé. Julien était rentré un soir de Bordeaux, où il avait passé la journée à négocier avec des distributeurs internationaux. Il s'était plaint d'un violent mal de tête et de vertige. Le lendemain, il ne pouvait plus se lever. Les médecins étaient venus, avaient fait des examens, mais personne ne parvenait à poser un diagnostic précis. Une infection virale, avait-il dit. Peut-être une inflammation neurologique. Il fallait attendre, se reposer, prendre des médicaments. Mais Julien ne se rétablissait pas. Au contraire, son état empirait. Il avait perdu l'usage partiel de ses jambes. Sa voix s'était affaiblie et ses mains tremblaient constamment. Madame Moreau, paniquée, avait fait venir des spécialistes de Paris, de Lyon, même de Suisse. Rien n'y faisait. Julien restait prisonnier de son propre corps. Et c'est alors que l'impensable s'était produit. La famille avait commencé à disparaître. D'abord, Madame Élisabeth était partie s'installer chez sa sœur à Toulouse, prétextant que le stress était trop lourd pour elle. Marie-Claire avait cessé de répondre aux appels, invoquant ses obligations professionnelles à Paris. Vincent, le frère aîné, était passé 1 ou 2 fois, mais ses visites s'espaçaient. La dernière fois qu'il était venu, il avait passé plus de temps dans le bureau de Julien à fouiller dans les documents qu'au chevet de son frère. Camille avait été témoin de tout cela. Elle avait vu les regards fuyants, les excuses maladroites, les promesses non tenues. Elle avait entendu Julien pleurer seul dans sa chambre la nuit, et elle avait pris une décision. Elle resterait. Elle remonta avec le plateau et trouva Julien regardant par la fenêtre, les yeux perdus dans le brouillard. « Tenez, mangez un peu », dit-elle doucement en posant le plateau sur ses genoux. Il prit la cuillère avec difficulté. Sa main tremblait. Camille s'assit sur la chaise près du lit et attendit patiemment. Après quelques bouchées, il reposa la cuillère et se tourna vers elle. « Pourquoi ? Pourquoi restez-vous » La question la prit au dépourvu. Camille croisa son regard et y vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. « Parce que quelqu'un doit le faire, » répondit-elle simplement. « Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez partir. Trouver un autre emploi. » Camille haussa les épaules. « Je pourrais, oui, mais je ne le ferai pas. » Un long silence s'installa entre eux. Dehors, les vignes bruissaient légèrement sous le vent. Julien ferma les yeux,
comme pour retenir des larmes. « Merci, » murmura-t-il. Camille hocha la tête et quitta la chambre, le cœur serré. Elle descendit au rez-de-chaussée et commença ses tâches quotidiennes. Épousseter les meubles, passer l'aspirateur dans le grand salon aux murs ornés de tableaux de maître, nettoyer les vitres qui donnaient sur les jardins à la française. Chaque geste était mécanique, répété 100 fois, mais aujourd'hui elle y mettait une intention particulière. Elle voulait que cette maison reste digne, même dans l'abandon. Vers midi, elle prépara un déjeuner léger. Une soupe de légumes, du pain frais acheté à la boulangerie du village et un peu de fromage de chèvre local. Elle monta à nouveau et aida Julien à manger. Il avait un peu plus d'appétit aujourd'hui, ce qui était bon signe. « Camille, dit-il soudain, vous venez de Limoges, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Parlez-moi de votre famille. » C'était la première fois qu'il lui posait une question personnelle. Camille fut surprise, mais accepta de partager. « Mon père travaillait dans une usine de porcelaine. Ma mère était couturière, j'ai 2 frères. L'un est mécanicien, l'autre est parti travailler à Paris. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Vous leur manquez ? Probablement, mais je leur téléphone chaque semaine. » Julien hocha la tête, pensif. « Vous avez de la chance d'avoir une famille qui vous aime. » Camille ne sut que répondre. Elle comprenait maintenant l'ampleur de sa solitude. Les jours passèrent. Camille établit une routine stricte. Lever à 6 heures, petit déjeuner pour Julien, toilette, médicaments, déjeuner, repos, dîner, coucher. Elle apprit à reconnaître les signes avant-coureurs de ces crises, la respiration saccadée, les sueurs froides, les tremblements incontrôlables. Elle gardait toujours à portée de main les médicaments prescrits par le médecin, même si elle savait qu'ils n'étaient que des palliatifs. Un soir, alors qu'elle rangeait le linge propre dans l'armoire de la chambre d'amis, elle entendit un bruit sourd venant de la chambre de Julien. Elle se précipita et le trouva par terre, au pied du lit. Il avait essayé de se lever seul et était tombé. « Monsieur Moreau !» s'écria-t-elle en se précipitant vers lui. « Je voulais juste... »« Aller aux toilettes !» balbutia-t-il, humilié. Camille l'aida à se relever avec difficulté. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, et elle dut user de toute sa force pour le remettre au lit. Une fois installé, il détourna le regard, les joues rouges de honte. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Il n'y a aucune raison de l'être, » répondit-elle fermement. « Mais la prochaine fois, appelez-moi. Je ne veux pas être un fardeau. » Camille s'assit sur le bord du lit et posa une main sur son bras. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un homme malade qui a besoin d'aide. Il n'y a aucune honte à cela. » Julien la regarda longuement, comme s'il voyait pour la première fois la personne qu'elle était vraiment. Pas une simple employée, mais une femme de 30 ans, au visage doux, encadré de cheveux châtains attachés en chignon, aux yeux noisettes emplis de détermination et de bonté. « Vous êtes la seule personne qui me traite encore comme un être humain, » dit-il d'une voix brisée. Camille sentit sa gorge se serrer. « C'est ce que vous êtes, monsieur Moreau. » Un être humain. Cette nuit-là, Camille ne parvint pas à dormir. Elle resta dans la petite chambre qu'elle occupait au 2e étage, regardant par la fenêtre les vignes baignées de lune. Elle pensait à sa propre vie, au choix qu'elle avait fait. Elle aurait pu rester à Limoges, se marier avec Thomas, ce garçon gentil mais ennuyeux qui travaillait à la poste. Elle aurait pu avoir une vie tranquille, prévisible. Mais elle avait toujours voulu autre chose, plus de sens, plus d'intensité. Et maintenant, elle se retrouvait seule dans cette immense propriété, à prendre soin d'un homme qu'elle connaissait à peine, sans savoir combien de temps cela durerait, ni ce que l'avenir lui réservait. Le lendemain matin, Camille décida d'aérer la maison. Elle ouvrit toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, laissant entrer l'air frais de novembre. Elle descendit à la cave et remonta quelques bouteilles de vin que Julien avait mises de côté pour des occasions spéciales. Elle en déboucha une et en versa un verre qu'elle monta jusqu'à sa chambre. « Tenez, dit-elle en lui tendant le verre, un bon vin de votre domaine. Cela vous fera du bien. » Julien prit le verre et huma le bouquet. Ses yeux s'éclairèrent légèrement. « Un Pauillac 2015, murmura-t-il. Une très bonne année. » Il but une petite gorgée et ferma les yeux, savourant. « C'est mon père qui l'a fait, dit-il doucement. C'était la dernière année avant sa mort. Vous étiez proche de lui ? Oui. Il m'a tout appris sur les vignes, sur le vin, sur la patience nécessaire pour créer quelque chose de beau. Il disait toujours que le vin, c'est comme la vie. Il faut du temps, de l'attention et beaucoup d'amour. C'est une belle philosophie. Il me manque. » Camille s'assit sur la chaise et écouta Julien lui raconter des histoires de son enfance.
comment il courait entre les vignes, avec ses frères et sœurs, comment il aidait son père pendant les vendanges, comment il avait appris à distinguer les différents cépages au goût. C'était la première fois qu'il parlait autant depuis qu'elle le connaissait, et elle réalisait qu'il avait simplement besoin d'être écouté. Les semaines suivantes, Camille intensifia ses efforts pour améliorer le quotidien de Julien. Elle réaménagea la chambre pour faciliter ses déplacements, installa une sonnette près du lit pour qu'il puisse l'appeler en cas de besoin et acheta un fauteuil roulant qu'elle avait trouvé dans une pharmacie de Bordeaux. Au début, Julien refusa catégoriquement de l'utiliser, mais après une nouvelle chute, il accepta finalement. Un après-midi de décembre, alors que le ciel était d'un bleu éclatant et que l'air était vif, Camille proposa à Julien de sortir dans le jardin. « Il fait trop froid », protesta-t-il. « Justement, l'air frais vous fera du bien. Vous ne pouvez pas rester enfermé éternellement. » Elle l'habilla chaudement, l'installa dans le fauteuil roulant et le poussa à travers les allées de gravier du jardin. Ils s'arrêtèrent près de la roseraie où quelques roses tardives s'accrochaient encore aux branches épineuses. Julien inspira profondément et ferma les yeux. « J'avais oublié à quel point c'était beau », murmura-t-il. « Il ne faut jamais oublier, dit Camille doucement. » Ils restèrent là un long moment en silence, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles mortes sous le vent. Camille sentait quelque chose changer entre eux, une connexion qui allait au-delà du simple rapport employeur-employé. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine, le téléphone sonna. Camille décrocha. « Résidence Moreau, bonjour. »« Bonjour, ici Vincent Moreau. Je voudrais parler à mon frère. » La voix était froide, impatiente. Camille serra le combiné. « Monsieur Julien est en train de se reposer. Puis-je prendre un message ?»« Non, passez-le-moi immédiatement. » Camille hésita, puis monta à l'étage et tendit le téléphone sans fil à Julien. Elle quitta discrètement la pièce mais resta dans le couloir, inquiète. Elle entendait la voix de Julien, d'abord surprise, puis de plus en plus tendue. « Non, Vincent, je ne vendrai pas. Non, ce n'est pas négociable. Parce que c'est l'héritage de notre père. Je me fiche de ce que tu penses. » Il y eut un silence, puis Julien raccrocha brutalement. Camille entendit un sanglot étouffé. Elle entra dans la chambre et trouva Julien la tête entre les mains, le corps secoué de tremblements. « Ils veulent vendre, dit-il d'une voix brisée. Ils veulent vendre le domaine, tout ce que mon père a construit, tout ce qui compte pour moi. » Camille s'approcha et, pour la première fois, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ils ne peuvent pas faire ça sans votre accord, n'est-ce pas? »« Non, mais ils feront pression. Ils diront que je suis inapte à gérer mes affaires, que je suis malade, faible. Vous n'êtes pas faible, monsieur Moreau. Vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse. » Julien leva les yeux vers elle, et dans ce regard, Camille vit une gratitude infinie mêlée à quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Cette nuit-là, une violente tempête s'abattit sur la région. Le vent hurlait contre les fenêtres, la pluie tambourinait sur les toits. Vers 3 heures du matin, Camille fut réveillée par la sonnette. Elle se précipita dans la chambre de Julien et le trouva en pleine crise. Il tremblait de tout son corps, sa respiration était saccadée, ses yeux révulsés. « Monsieur Moreau, Julien !» cria-t-elle en le secouant doucement. Pas de réponse. Elle courut chercher les médicaments, lui fit avaler un comprimé avec de l'eau et attendit. Les minutes semblaient des heures. Enfin, Julien ouvrit les yeux. Il était trempé de sueur, épuisé, mais conscient. « Camille !» murmura-t-il. « Je suis là, je suis là. » Elle resta à son chevet toute la nuit, lui tenant la main, veillant sur lui comme on veille sur un enfant malade. Au petit matin, lorsque le calme revint enfin, Julien serra sa main avec une force qu'elle ne lui connaissait plus. « Ne partez pas, dit-il d'une voix suppliante. S'il vous plaît, ne partez pas. »« Je ne partirai pas, promit-elle. » Et dans ce moment suspendu, entre la nuit et l'aube, entre la maladie et l'espoir, Camille comprit qu'elle ne faisait plus seulement son travail. Elle prenait soin d'un homme qu'elle avait appris à connaître, à respecter, et peut-être même à aimer d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les jours suivants furent les plus difficiles. Julien enchaînait les crises, et Camille ne savait plus quoi faire. Elle appela le médecin, mais il se montra évasif, peu concerné. Elle téléphona à Madame Moreau à Toulouse, mais celle-ci ne décrocha pas. Elle essaya de joindre Marie-Claire à Paris, sans succès. Elle était seule, totalement seule, face à cette situation qui la dépassait. Un matin, alors qu'elle fouillait dans le bureau de Julien à la recherche du carnet de contact du médecin spécialiste,
Elle tomba sur une vieille boîte en bois. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées. Par curiosité, elle en ouvrit une. C'était une lettre de Julien à ses parents, datée de 5 ans plus tôt. Les mots étaient durs, accusateurs, mais emplis de douleur. Vous avez choisi l'argent plutôt que l'âme de ce domaine. Vous avez vendu une partie de notre héritage pour satisfaire vos ambitions personnelles. Je ne peux plus cautionner cela. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Je préfère être seul que complice de cette trahison. Camille referma la lettre, le cœur serré. Tout s'éclairait soudain. La solitude de Julien, le rejet de sa famille, leur absence actuelle. Ce n'était pas seulement à cause de sa maladie, c'était bien plus profond. C'était une rupture ancienne, une blessure qui ne s'était jamais refermée. Elle remonta à la chambre de Julien et s'assit à son chevet. Il dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours. Elle le regarda longuement, cet homme brisé par la trahison et la maladie, et elle prit une décision. Elle ne le laisserait pas sombrer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Camille passa une partie de la matinée à relire les lettres qu'elle avait découvertes dans le bureau de Julien. Chaque mot révélait une douleur profonde, une solitude qui remontait bien avant la maladie. Il y avait des lettres adressées à sa mère, à Vincent, même une à Marie-Claire. Toutes exprimaient la même chose. Une incompréhension face au choix de la famille, une déception immense et finalement, une résignation douloureuse. Dans l'une des lettres, Julien écrivait à son père, déjà décédé à l'époque, « Papa, tu m'as appris que la terre ne ment jamais, que chaque vigne raconte une histoire, que chaque vendange est un héritage. Pourquoi les autres ne comprennent-ils pas? Pourquoi l'argent est-il devenu plus important que ce que tu as bâti de tes mains? Je me sens seul, papa, terriblement seul. » Camille referma la boîte, les larmes aux yeux. Elle comprenait maintenant que sauver Julien ne signifiait pas seulement l'aider à guérir physiquement. Il fallait aussi panser des blessures invisibles, bien plus anciennes et profondes. Elle décida qu'il était temps de lui montrer qu'elle savait, qu'elle avait lu, qu'elle comprenait. Ce soir-là, après le dîner, elle s'assit près de lui dans la chambre et sortit l'une des lettres de sa poche. « J'ai trouvé ceci dans votre bureau », dit-elle doucement. « Je suis désolée d'avoir fouillé, mais je cherchais les coordonnées du médecin. » Julien regarda la lettre et pâlit. « Vous avez lu ?»« Oui. » Un long silence s'installa. Julien détourna le regard, la mâchoire serrée. « Alors maintenant vous savez que ma famille me déteste, que je suis l'homme qui a osé dire non. »« Je ne pense pas qu'ils vous détestent, » répondit Camille. « Je pense qu'ils ne savent pas comment gérer votre force. Votre intégrité les dérange parce qu'elle leur renvoie leur propre faiblesse. » Julien la regarda, surpris. « Vous ne me jugez pas? Pourquoi vous jugerais-je? Vous avez défendu vos convictions. C'est admirable, pas condamnable. » Julien ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. « J'aimerais que vous me lisiez cette lettre, » murmura-t-il, à voix haute. Camille déplia le papier et commença à lire d'une voix claire et posée. Les mots emplissèrent la pièce, lourds de sens et d'émotion. Lorsqu'elle termina, Julien pleurait ouvertement. Pour la première fois depuis des années, il laissait sortir toute cette douleur accumulée. « Merci, » dit-il dans un souffle. « Merci de ne pas avoir fui. »« Je ne fuirai pas, » répondit Camille en posant sa main sur la sienne. À partir de ce moment, leur relation changea imperceptiblement. Les conversations devinrent plus intimes, plus vraies. Julien lui racontait son enfance, ses rêves brisés, ses projets pour le domaine. Camille, de son côté, partageait des souvenirs de Limoges, des anecdotes sur ses frères, des histoires drôles qui le faisaient rire. Un matin, alors qu'elle changeait les draps, elle remarqua que Julien bougeait mieux sa main gauche. Il réussit même à tenir seul sa tasse de café sans trembler. C'était un petit progrès, mais il était réel. « Vous allez mieux », dit-elle avec un sourire. « Grâce à vous. »« Non, grâce à votre force. » Les jours suivants confirmèrent cette amélioration. Julien parvenait à rester assis plus longtemps. Sa voix devenait plus claire et il retrouvait peu à peu de l'appétit. Camille intensifia les exercices de rééducation qu'elle avait observés lors des rares visites du kinésithérapeute. Elle le faisait marcher dans le couloir appuyé sur elle, quelques pas à la fois. « Encore 3 pas, l'encourageait-elle. « Allez, vous pouvez le faire. »« Camille, je suis épuisée. »« Encore 3 pas, pour moi. » Et il le faisait, toujours, parce que c'était elle qui le demandait. Un après-midi de janvier, alors que le soleil d'hiver éclairait faiblement le salon, Camille entendit sonner à la porte. Elle ne recevait jamais de visiteurs.
Intriguée, elle alla ouvrir et se retrouva face à une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coiffés en chignon serré, vêtue d'un manteau noir élégant. « Bonjour » dit la femme avec un accent du sud-ouest prononcé. « Je m'appelle Anne-Marie Dufour. J'ai travaillé pour la famille Moreau il y a longtemps. J'ai appris que Julien était malade et je voulais voir comment il allait. » Camille ouvrit grand la porte. « Entrez, je vous en prie. Monsieur Moreau sera heureux de vous voir. » Anne-Marie entra et regarda autour d'elle avec nostalgie. Cette maison, elle a tellement changé. Et en même temps, elle est exactement comme dans mon souvenir. Camille la guida jusqu'au salon et lui servit un thé. Pendant qu'elles attendaient que l'eau bouille, Anne-Marie raconta son histoire. « J'étais la gouvernante de la famille Moreau pendant 15 ans. J'ai élevé Julien et ses frères et sœurs. Quand monsieur Henri, le père, est mort, madame Élisabeth m'a remercié. Elle disait qu'elle n'avait plus besoin de moi, mais je n'ai jamais oublié ses enfants. Surtout Julien. C'était un petit garçon si sensible, si attachant. Il est toujours ainsi, dit Camille doucement. Anne-Marie sourit tristement. J'ai appris par une amie du village qu'il était très malade et que personne ne venait le voir. Alors je me suis dit que je devais venir. Lorsque Camille accompagna Anne-Marie à la chambre de Julien, la réaction de ce dernier fut bouleversante. Ses yeux s'écarquillèrent et il tendit les bras comme un enfant. « Anne-Marie, c'est vraiment vous ?» La vieille femme s'approcha et prit ses mains dans les siennes. « Mon petit Julien, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ils sont partis, tous. Sauf Camille. Anne-Marie jeta un regard reconnaissant vers Camille. Alors elle a plus de cœur qu'eux tous réunis. Anne-Marie resta 2 jours à la propriété. Elle aida Camille avec les soins, lui apprit quelques techniques qu'elle avait acquises en s'occupant d'une tante malade, et surtout elle partagea avec Camille des détails précieux sur l'enfance de Julien. Il était toujours dans les vignes avec son père, raconta-t-elle un soir dans la cuisine. Henri lui apprenait tout. Le nom des cépages, la manière de tailler, le moment exact pour vendanger. Julien adorait ça, mais Vincent, lui, préférait les chiffres, les affaires. Marie-Claire voulait partir à Paris. Seul Julien aimait vraiment la terre. « Et la rupture avec la famille ?» demanda Camille. Anne-Marie soupira. Après la mort d'Henri, madame Élisabeth a voulu vendre une partie du domaine pour investir dans d'autres projets. Vincent était d'accord, Marie-Claire aussi. Mais Julien s'est opposé violemment. Il disait que c'était trahir la mémoire de son père. Il y a eu des disputes terribles. Finalement, Julien a quitté la maison familiale et s'est installé ici, dans cette aile du domaine. Depuis, les relations sont compliquées. Mais pourquoi l'ont-ils abandonné maintenant qu'il est malade ? Parce que c'est plus facile de fuir que d'affronter leur propre culpabilité, dit Anne-Marie avec amertume. Ils savent qu'ils ont eu tort. Mais admettre cela signifierait reconnaître que Julien avait raison. Et ça, leur orgueil ne le permet pas. Avant de partir, Anne-Marie laissa à Camille le numéro d'une infirmière compétente qu'elle connaissait à Bordeaux. Appelez-la si vous avez besoin. Elle est discrète et efficace, et surtout, prenez soin de vous aussi. Vous ne pouvez pas tout porter seul. Camille la serra dans ses bras. Merci. Merci d'être venu. Revenez me voir quand vous voulez, dit Julien depuis son fauteuil dans le hall. Vous m'avez manqué, Anne-Marie. Toi aussi, mon petit. Toi aussi. Les semaines suivantes, Julien continua de s'améliorer. Il parvenait maintenant à se lever seul, à marcher avec une canne dans le couloir et même à descendre au rez-de-chaussée pour prendre ses repas dans la salle à manger. Camille voyait revenir l'homme qu'il était avant la maladie. Élégant, réfléchi, doté d'un humour subtil qui la faisait sourire. Un soir de février, alors qu'ils dînaient ensemble, une habitude qu'ils avaient de prise depuis qu'ils pouvaient se déplacer, Julien leva son verre de vin et la regarda dans les yeux. « À vous, Camille ? À la femme qui m'a sauvé la vie. » Camille rougit légèrement. « Je n'ai fait que mon devoir. » « Non, vous avez fait bien plus que cela. Vous m'avez redonné l'envie de vivre. » Le silence qui suivit était chargé d'une intensité nouvelle. Camille sentait son cœur battre plus vite. Elle voyait dans le regard de Julien quelque chose qu'elle n'osait pas interpréter. Quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Peut-être même plus. « Julien, dit-elle doucement. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. « Vous allez mieux. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de moi. Et si je disais que j'aurais toujours besoin de vous? Pas comme infirmière, mais comme. Tiens, comme quelqu'un d'important dans ma vie. » Camille posa son verre troublé. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je pense que vous le savez très bien. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone sonna.
Camille se leva précipitamment, soulagée de cette interruption qui lui permettait de fuir cette conversation déstabilisante. Elle décrocha. « Résidence Moreau. Bonsoir, ici Vincent Moreau. Je serai là demain matin. Préparez la chambre d'amis. » Et il raccrocha sans attendre de réponse. Camille retourna dans la salle à manger, inquiète. C'était Vincent, il vient demain. Le visage de Julien se ferma immédiatement. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a rien dit. Cette nuit-là, Camille dormit peu. Elle sentait qu'un tournant approchait, que quelque chose allait se jouer, et elle ne savait pas si elle était prête. Le lendemain matin, une Mercedes noire s'arrêta devant la propriété. Vincent Moreau en descendit, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable, les cheveux gominés en arrière. Il portait une mallette en cuir et des lunettes de soleil malgré le ciel gris. Camille lui ouvrit la porte. « Bonjour, monsieur Moreau. »« Bonjour, » dit-il sèchement sans même la regarder. « Où est mon frère ?»« Dans le salon. Il vous attend. » Vincent traversa le hall et entra dans le salon. Camille resta dans l'encadrement de la porte, prête à intervenir si nécessaire. « Julien !» dit Vincent avec un sourire forcé. « Tu as l'air en forme. »« Que veux-tu, Vincent ?» demanda Julien d'une voix froide. « Je viens prendre de tes nouvelles, voyons. Je suis ton frère. Tu n'es pas venu depuis 4 mois. Épargne-moi l'hypocrisie. » Vincent soupira et s'assit dans un fauteuil. « Très bien, allons droit au but. Nous avons une offre d'achat pour le domaine. Une très bonne offre. Un groupe hôtelier veut transformer la propriété en resort de luxe. Ils sont prêts à payer 3 fois la valeur du marché. »« Non, » dit Julien fermement. « Tu n'as même pas écouté les chiffres. Je n'ai pas besoin d'écouter. La réponse est non. » Vincent se pencha en avant, les mains jointes. « Julien, sois raisonnable. Tu es malade. Tu ne peux pas gérer le domaine. Les vignes sont à l'abandon. Les chais sont vides. Tu vas tout perdre si tu continues comme ça. Je préfère tout perdre que vendre l'héritage de papa. »« Papa est mort, » cria Vincent en se levant. « Il est mort et il ne reviendra pas. Il faut tourner la page. » Julien se leva également, tremblant de colère. « Sors de ma maison. Tu fais une erreur, une énorme erreur. Sors !» Vincent attrapa sa mallette et se dirigea vers la sortie. Mais avant de partir, il se tourna vers Camille avec un sourire méprisant. « Et vous, la petite bonne, combien de temps pensez-vous qu'il vous gardera une fois qu'il sera guéri? Vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose entre vous? Vous n'êtes qu'une employée. » Camille sentit la colère monter en elle. « Je pense que vous devriez partir, monsieur. »« Avec plaisir. Cet endroit sent la déchéance de toute façon. » Il claqua la porte derrière lui. Camille se précipita vers Julien qui s'était effondré dans le fauteuil, livide. « Ça va ?» demanda-t-elle en posant une main sur son épaule. « Non, ça ne va pas. Il a raison sur un point. Je ne peux pas gérer le domaine dans cet état. Je vais tout perdre. »« Alors nous trouverons une solution. Nous ?» Camille s'agenouilla devant lui et prit ses mains dans les siennes. « Oui, nous. Vous n'êtes plus seul, Julien. » Il la regarda longuement, les yeux brillants. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi restez-vous? Vincent a raison, je ne suis qu'un homme malade qui ne peut rien vous offrir. Vous vous trompez. Vous m'offrez quelque chose que personne ne m'a jamais offert. Quoi? Le sens de ma vie. » Julien posa une main sur sa joue. « Camille, je ne veux pas que vous restiez par pitié ou par devoir. Je veux que vous restiez parce que vous en avez envie. Et si je vous disais que j'en ai envie ?» Il se pencha lentement vers elle et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant, chargé de toute l'émotion accumulée pendant ces mois. Camille répondit à son baiser, sentant son cœur exploser dans sa poitrine. Lorsqu'ils se séparèrent, Julien murmura « J'ai modifié mon testament la semaine dernière. Vous êtes maintenant bénéficiaire de la moitié du domaine. » Camille recula choquée. « Quoi? Non, Julien, vous ne pouvez pas. Je le peux et je l'ai fait. Mais ce n'est pas ce que je veux vraiment. Alors qu'est-ce que vous voulez ?» Il prit une profonde inspiration. « Je veux que vous restiez, pas comme employée, pas même comme héritière. Je veux que vous restiez comme ma partenaire, dans la vie, dans les projets, dans tout. » Camille se leva, bouleversée. C'était trop rapide, trop intense. « Julien, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, réfléchis. Prends le temps dont tu as besoin. » Mais Camille ne pouvait plus rester dans cette pièce. Elle avait besoin d'air, d'espace, de clarté. « Je dois sortir. J'ai besoin de réfléchir. » Elle attrapa son manteau et sortit dans le froid de février. Elle marcha dans les vignes pendant des heures, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait peur.
peur de ses propres sentiments, peur de cette vie qu'on lui offrait, peur d'aimer un homme qui avait failli mourir, peur de perdre son identité dans cette relation déséquilibrée. Lorsqu'elle rentra, la nuit était tombée. Julien l'attendait dans le salon, assis près du feu. « Je suis désolé, » dit-il immédiatement. « J'ai été trop vite. Je n'aurais pas dû. »« Non, » l'interrompit Camille. « Vous n'avez rien fait de mal. C'est moi. J'ai peur, Julien. J'ai peur de ce que je ressens. J'ai peur de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je ne veux pas que tu changes. Je t'aime exactement comme tu es. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Camille s'assit à côté de lui. « Laissez-moi un peu de temps. Juste un peu de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Tout le temps dont tu as besoin. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, regardant les flammes danser dans la cheminée. Et dans ce silence partagé, Camille comprit qu'elle avait déjà fait son choix. Elle avait juste besoin de courage pour l'accepter. Le lendemain matin, Camille annonça à Julien qu'elle allait passer quelques jours à Limoges pour voir sa famille. « Tu reviens ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je reviens », promit-elle. Avant de partir, elle monta dans sa chambre faire sa valise. En ouvrant son sac, elle découvrit une enveloppe glissée à l'intérieur. Elle l'ouvrit et reconnut l'écriture tremblante de Julien. « Camille, tu es libre, totalement libre. Si tu décides de ne pas revenir, je comprendrai. Mais sache que tu emporteras avec toi la seule chose de valeur que je possède encore, mon cœur. Peu importe ce qui arrive, merci d'avoir été là. Merci d'avoir cru en moi quand plus personne n'y croyait. Tu m'as sauvé, et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Julien. » Camille serra la lettre contre son cœur, les larmes aux yeux. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Le train filait à travers les paysages hivernaux du centre de la France. Camille regardait par la fenêtre les champs gelés, les forêts dépouillées, les petits villages qui défilaient comme des cartes postales délavées. Elle tenait toujours la lettre de Julien dans sa main, l'ayant relue tant de fois qu'elle connaissait chaque mot par cœur. « Tu emporteras avec toi la seule chose de valeur que je possède encore, mon cœur. » Ces mots résonnaient en elle avec une intensité presque douloureuse. Elle ferma les yeux et revit le visage de Julien lorsqu'elle était partie, vulnérable, espérant, terrifiée à l'idée de la perdre. Et elle, qu'avait-elle fait? Elle avait fui. Encore une fois, elle avait fui, au lieu d'affronter ses propres sentiments. Le train entra en gare de Limoges en fin d'après-midi. Le ciel était d'un gris plombé et une petite pluie fine tombait sur les quais. Camille descendit avec sa petite valise et aperçut immédiatement sa mère, Françoise, qui l'attendait sous un parapluie noir, emmitouflée dans un manteau rouge. « Ma chérie !» s'écria Françoise en la serrant dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, maman. » Elles prirent un bus jusqu'au modeste appartement familial situé dans un quartier ouvrier de Limoges. Le logement n'avait pas changé. Le papier peint fleuri dans le salon. Les photos de famille accrochées au mur, l'odeur de café et de gâteaux qui flottait dans l'air. Le père de Camille, Robert, était assis dans son fauteuil habituel, lisant le journal. Il leva les yeux et sourit chaleureusement. « Notre petite Camille est de retour. Viens m'embrasser. » Camille se pencha et embrassa son père sur les joues. Il sentait le tabac et l'aftershave bon marché, cette odeur familière de son enfance. « Tu as l'air fatiguée, ma fille, remarqua-t-il. Ce travail à Bordeaux est trop dur? »« Non, papa, c'est juste. Compliqué. »« Compliqué comment ?» demanda Françoise en servant le thé dans les tasses dépareillées qu'elle collectionnait depuis des années. Camille s'assit à la table de la cuisine et raconta tout. La maladie de Julien, l'abandon de sa famille, les mois passés à s'occuper de lui seul, l'amélioration progressive, la visite de Vincent et finalement la déclaration de Julien et sa propre confusion. Françoise et Robert l'écoutèrent en silence. Lorsqu'elle termina, sa mère posa sa main sur la sienne. « Tu l'aimes ?» dit-elle simplement. Camille baissa les yeux. « Je ne sais pas. Je veux dire, oui, je crois. Mais j'ai peur, maman. J'ai peur qu'il ne me voie que comme celle qui l'a sauvé. J'ai peur de devenir invisible dans sa vie une fois qu'il sera complètement guéri. J'ai peur de perdre qui je suis. » « Ma chérie, » dit Françoise avec douceur, « l'amour est toujours effrayant. Parce qu'aimer signifie prendre le risque d'être blessé. Mais ne pas aimer, c'est renoncer à vivre pleinement. » Robert intervint de sa voix grave et posée. « Camille, tu as toujours été différente de tes frères. Tu as toujours cherché quelque chose de plus,
Tu ne t'es jamais contenté de la facilité. C'est pour ça que tu es parti à Bordeaux. C'est pour ça que tu es resté auprès de cet homme quand tout le monde l'abandonnait. Tu n'as pas fait ça par devoir. Tu l'as fait parce que ton cœur te le dictait. Mais et si je me trompe? Et si? Il n'y a pas de certitude dans la vie, ma fille, seulement des choix. Et tu dois faire celui qui te permettra de te regarder dans le miroir sans regret. Cette nuit-là, Camille dormit dans sa chambre d'enfance. Les murs étaient toujours ornés des posters qu'elle avait accrochés à l'adolescence, et la petite bibliothèque contenait ses livres préférés. Elle se leva vers 2 heures du matin, incapable de trouver le sommeil, et s'assit près de la fenêtre qui donnait sur la rue silencieuse. Elle pensait à Julien seul dans cette grande maison. Elle imaginait son visage lorsqu'il se réveillerait le lendemain matin et réaliserait qu'elle n'était pas là pour lui apporter son café. Cette pensée lui serra le cœur. Comment avait-elle pu croire qu'elle avait besoin de temps? Elle savait déjà, elle avait toujours su. Le lendemain, elle passa la journée avec sa famille. Son frère aîné, Thomas, vint déjeuner avec sa femme et leurs 2 enfants. L'appartement se remplit de rires et de bavardages. À un moment, Thomas la prit à part. « Maman m'a parlé. De ce type à Bordeaux. »« Julien, » dit Camille. « Oui, Julien. Écoute, petite sœur, je ne vais pas te faire la morale. Tu es assez grande pour savoir ce que tu veux, mais je vais te dire une chose. La vie est courte. Papa a eu son accident à l'usine il y a 3 ans, tu te souviens? Il a failli mourir, et depuis, il dit tout le temps qu'il regrette de ne pas avoir pris plus de risques dans sa vie, de ne pas avoir osé. Alors si ce type te rend heureuse, ne laisse pas passer ta chance. » Camille serra son frère dans ses bras. « Merci, Thomas. » Le soir, elle annonça à ses parents qu'elle repartait le lendemain. « Déjà ?» s'étonna Françoise. « Oui, j'ai compris ce que je devais faire. Tu retournes auprès de lui? »« Oui. » Françoise sourit, les yeux brillants. « Alors vas-y. Et cette fois, n'aie pas peur. » Le trajet de retour sembla interminable. Camille avait acheté un billet de train pour le lendemain matin, mais chaque heure qui passait lui pesait. Elle regardait le paysage défiler en sens inverse, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle approchait de Bordeaux. Lorsqu'elle arriva à la gare Saint-Jean en fin d'après-midi, elle prit un taxi jusqu'à la propriété. Le chauffeur emprunta les routes sinueuses entre les vignobles et Camille sentit une vague d'émotion la submerger en apercevant au loin la silhouette familière de la demeure Moreau. Elle paya le chauffeur et resta un moment devant le portail, sa valise à la main. La propriété semblait différente, comme si son absence l'avait transformée. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Elle poussa le portail et remonta l'allée de gravier. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne, et Julien apparut sur le seuil. Il portait une chemise blanche et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient bien coiffés et son visage avait retrouvé des couleurs. Il se tenait debout, sans canne, légèrement appuyé contre le chambranle. « Tu es revenu, » dit-il d'une voix tremblante. « Je suis revenu, » confirma Camille. « Je ne savais pas si... Je sais. » Ils restèrent ainsi, séparés par quelques mètres qui semblaient être un gouffre. Puis Camille laissa tomber sa valise et marcha vers lui. Julien ouvrit les bras et elle s'y blottit, sentant son cœur battre contre le sien. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai eu peur. Mais je ne veux plus avoir peur. Je veux être ici, avec toi. » Julien la serra plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je pensais t'avoir perdu. Tu ne me perdras pas. Plus maintenant. » Ils entrèrent dans la maison et s'assirent dans le salon. Camille remarqua que Julien avait fait des efforts pour maintenir l'ordre en son absence. La maison était propre, les fleurs fraîches dans les vases, et une odeur de pot-au-feu flottait dans l'air. « Tu as cuisiné ?» demanda-t-elle, surprise. « J'ai essayé. Anne-Marie est passée hier et m'a aidé. Elle voulait s'assurer que je ne meure pas de faim pendant ton absence. » Camille sourit. « Et comment te sens-tu ?»« Mieux. Beaucoup mieux. J'ai marché jusqu'au bout du jardin hier, sans aide. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas grâce aux médicaments ou à la rééducation, c'est grâce à toi. Tu m'as donné une raison de guérir. » Camille prit sa main. « Julien, il faut que je te dise quelque chose. Quand je suis parti, je pensais avoir besoin de temps pour réfléchir. Mais la vérité, c'est que j'avais juste peur d'admettre ce que je ressentais. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que tu me vois comme une simple employée qui s'est occupée de toi. Jamais, dit-il fermement, jamais je ne te verrai comme ça. Tu es bien plus que ça. Tu es tout. Alors laisse-moi rester.
Pas comme employée, pas comme héritière. Laisse-moi rester comme ta partenaire. Dans tout. Julien la regarda intensément. Tu es sûr? Parce que ma vie n'est pas simple. Ma famille me déteste. Le domaine est en difficulté. Je ne peux pas t'offrir la sécurité ou... Je ne veux pas de sécurité, l'interrompit Camille. Je veux vivre, vraiment vivre, et je veux le faire avec toi. Julien l'embrassa alors, un baiser profond, chargé de promesses et d'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, il murmura « Alors construisons quelque chose ensemble, quelque chose qui nous appartient. » Quoi? Le domaine, relançons-le, mais à notre manière, pas comme ma famille le voulait, à notre manière. Les yeux de Camille s'illuminèrent. « Tu parles sérieusement? » ?»« Oui, j'ai des idées, des projets que je n'ai jamais osé mettre en œuvre, mais avec toi à mes côtés, je pense que c'est possible. Alors faisons-le. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Julien et Camille passaient leur journée à élaborer des plans pour relancer la production viticole. Ils décidèrent de se concentrer sur une petite parcelle de vigne située à l'arrière de la propriété. Une parcelle que le père de Julien avait toujours considérée comme ayant le meilleur terroir, mais qu'il n'avait jamais exploité, faute de temps. Julien voulait produire des vins biologiques sans pesticides ni additifs chimiques. C'était un projet ambitieux et risqué, mais Camille le soutenait pleinement. Ils engagèrent un œnologue spécialisé dans les méthodes biodynamiques, un homme passionné nommé Claude Bertrand, qui vivait dans un petit village près de Saint-Émilion. « Vous avez une terre exceptionnelle ici », leur dit Claude lors de sa première visite. « Si vous la traitez avec respect, elle vous le rendra au centuple. » Ils commencèrent les travaux au printemps. Camille découvrit qu'elle adorait le travail dans les vignes. Elle apprenait la taille, le palissage, la gestion des sols. Julien, de son côté, retrouvait peu à peu sa force physique. Le travail manuel, l'air frais, le soleil, tout cela contribuait à sa guérison. Ils engagèrent 2 ouvriers saisonniers, des hommes du village qui connaissaient le métier. L'un d'eux, un vieil homme nommé Marcel, avait travaillé pour le père de Julien. « Monsieur Henri serait fier de vous, » dit-il un jour à Julien. « Vous faites exactement ce qu'il aurait voulu. » Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci Marcel. Ça signifie beaucoup pour moi. » Les mois passèrent dans un mélange de travail acharné et de moments de bonheur simple. Camille et Julien se levaient à l'aube, prenaient leur café ensemble dans la cuisine ensoleillée, puis partaient dans les vignes. Le soir, ils rentraient épuisés mais satisfaits, dînaient ensemble et parlaient de leurs projets jusqu'à tard dans la nuit. Leur relation évoluait naturellement. Ils n'avaient pas besoin de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires. Leur amour se construisait dans les petites choses, un regard complice, une main tendue pour aider, un sourire partagé devant un défi surmonté. Un soir de juin, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis la terrasse, Julien prit la main de Camille. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que je n'ai plus peur de l'avenir. Pour la première fois depuis des années, je me réveille le matin avec l'envie de vivre. Et c'est grâce à toi. »« C'est bon, » dit Camille en posant sa tête sur son épaule. « C'est grâce à nous. » En août, ils firent leur première vendange ensemble. C'était un moment magique, intense, épuisant. Ils travaillaient de l'aube jusqu'à la nuit, cueillant les grappes mûres, les triant soigneusement, les transportant jusqu'au chai. Claude supervisait chaque étape avec une attention méticuleuse. « Ce millésime sera exceptionnel, leur promit-il. Je le sens. » Après les vendanges, Julien et Camille prirent quelques jours de repos. Ils partirent en voiture vers la côte atlantique et passèrent 3 jours dans une petite auberge près d'Arcachon. Ils marchèrent pieds nus sur la plage, mangèrent des huîtres fraîches et parlèrent de leurs rêves. « Tu veux des enfants ?» demanda Julien un soir, alors qu'ils dînaient face à l'océan. Camille fut surprise par la question. « Je n'y ai jamais vraiment pensé. Et toi ?»« Oui, un jour, quand le moment sera venu. Des enfants qui grandiront dans les vignes, comme moi, qui apprendront à aimer la terre et le travail bien fait. »« Ça me plaît, » dit Camille en souriant. « Alors c'est un projet de plus à ajouter à notre liste. » De retour à la propriété, ils trouvèrent une lettre de Vincent. Julien la lut et la jeta immédiatement à la poubelle. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda Camille. « Il menace d'attaquer en justice pour contester mon testament. Il dit que j'étais sous l'influence de médicaments quand je l'ai modifié. C'est sérieux ? Non. Il bluffe. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais ça montre à quel point il est désespéré. Ça ne te fait pas mal ?» Julien haussa les épaules. « Plus maintenant.
J'ai compris que ma vraie famille, c'est celle que je choisis, et je t'ai choisi, toi. » L'automne arriva avec ses couleurs flamboyantes. Le vin vieillissait tranquillement dans les fûts de chêne, et Claude venait régulièrement vérifier son évolution. « C'est magnifique », disait-il à chaque visite. « Vraiment magnifique. » En novembre, Julien et Camille décidèrent d'organiser une petite fête pour célébrer leur première année de travail ensemble. Ils invitèrent Anne-Marie, Claude, Marcel et les autres ouvriers, ainsi que quelques amis du village. La maison se remplit de rires, de conversations animées et d'une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Anne-Marie prit Camille à part dans la cuisine. « Regarde-le », dit-elle en désignant Julien qui riait avec Marcel. « C'est un homme transformé, grâce à toi. »« Grâce à nous », corrigea Camille. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ? Plus que je ne l'aurais cru possible. Alors épouse-le. Ne laisse pas passer cette chance. » Camille rougit. « Il ne m'a pas demandé. Il le fera. Crois-moi, il le fera. » Et en effet, 2 semaines plus tard, lors d'une promenade dans les vignes endormies par l'hiver, Julien s'arrêta soudain et se tourna vers Camille. « J'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « Camille Devrault, tu es entrée dans ma vie au moment où j'étais au plus bas. Tu aurais pu partir, comme tous les autres, mais tu es restée. Tu as cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Tu m'as redonné l'envie de vivre, de me battre, de construire. Aujourd'hui, je suis là, debout, guéri, grâce à toi, et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser » Il sortit de sa poche une bague simple, un anneau d'or orné d'un petit diamant. Camille sentit les larmes couler sur ses joues. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent au milieu des vignes nues, sous le ciel gris de décembre. Et dans ce moment, Camille comprit que toutes les peurs, tous les doutes, toutes les hésitations avaient mené à cet instant parfait. Ils se marièrent en mars, dans la petite église du village. C'était une cérémonie simple et intime. Les parents de Camille étaient venus de Limoges, ainsi que ses frères. Anne-Marie était là, ainsi que Claude, Marcel et tous ceux qui avaient soutenu leur projet. La famille de Julien brillait par son absence, mais cela ne gâcha pas leur bonheur. Ils avaient construit leur propre famille, celle du cœur. Après la cérémonie, ils organisèrent une réception dans la grande salle de la propriété. Les tables étaient décorées de fleurs blanches et de vignes enlacées. Ils servirent des plats traditionnels bordelais et bien sûr leur premier vin. Claude fut le premier à le goûter. Il ferma les yeux, savoura longuement, puis sourit. « C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vous avez créé quelque chose d'unique. » Julien et Camille échangèrent un regard ému. Leur rêve devenait réalité. Les mois suivants furent consacrés à la commercialisation de leur vin. Ils décidèrent de l'appeler « Renaissance », un nom qui reflétait leur propre histoire. Ils créèrent une étiquette élégante et sobre, avec une illustration de vignes renaissant après l'hiver. Claude leur conseilla de le présenter à quelques concours viticoles régionaux. Le premier fut organisé à Bordeaux en mai. Julien et Camille s'y rendirent avec une nervosité palpable. Lorsque les résultats furent annoncés, ils n'en crurent pas leurs oreilles. Médaille d'or dans la catégorie des vins biologiques. « On a réussi », murmura Camille, les yeux brillants. « Non », rectifia Julien, « on a juste commencé. » La reconnaissance se propagea rapidement. Des articles parurent dans des magazines spécialisés. Des distributeurs les contactèrent. Des restaurateurs bordelais voulurent ajouter leur vin à leur carte. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis, en septembre, ils reçurent une lettre inattendue. C'était une invitation pour présenter leur vin lors du prestigieux Salon international de l'agriculture à Paris, dans la section dédiée aux vins innovants et biologiques. « Paris », dit Camille, impressionné. « On va à Paris. »« Ensemble », ajouta Julien en l'embrassant. Ils prirent le train pour Paris un matin de février de l'année suivante. La ville était froide mais lumineuse, et Camille ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé par l'effervescence de la capitale. Ils s'installèrent dans un petit hôtel près du Champ de Mars et passèrent la soirée à se promener le long de la Seine, main dans la main. Le lendemain, ils se rendirent au parc des expositions de la Porte de Versailles pour le salon. Leur stand était modeste mais élégant. Camille avait apporté des bouquets de lavande séchée pour décorer, et Julien avait préparé une présentation sobre mais convaincante de leur démarche. Les visiteurs affluèrent toute la journée. Sommeliers, restaurateurs, journalistes, amateurs éclairés, tous venaient goûter le vin Renaissance et écouter leur histoire. Beaucoup étaient émus en apprenant leur parcours. Le 3e jour du salon,
Le jury annonça les lauréats du prix de l'innovation viticole. Julien et Camille étaient assis dans le public, ne s'attendant à rien. Et le lauréat de cette année est le domaine Moreau-Devreau pour son vin Renaissance. Camille porta ses mains à sa bouche, choquée. Julien se leva lentement, encore incrédule. Ils montèrent sur scène sous les applaudissements et on leur remit une plaque de verre gravée et une enveloppe contenant un chèque de soutien à leur projet. Le présentateur tendit le microphone à Julien. « Monsieur Moreau, quelques mots ?» Julien prit le micro et regarda la salle remplie de visages tournés vers lui. Puis il se tourna vers Camille et lui prit la main. « Il y a 2 ans, dit-il d'une voix claire, j'étais un homme brisé, malade, abandonné, sans espoir. Ma famille m'avait laissé seul dans une grande maison vide. Je pensais que ma vie était finie. Et puis, une femme est restée, une employée de maison qui n'avait aucune raison de rester, qui n'avait aucune obligation envers moi. Mais elle est restée. Elle m'a soigné, elle a cru en moi, elle m'a redonné l'envie de vivre. Aujourd'hui, si je suis ici devant vous, ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à elle, grâce à Camille, mon épouse, ma partenaire, mon amour. Ce prix n'est pas le mien. Il est le nôtre. Parce que tout ce que nous avons construit, nous l'avons construit ensemble. » La salle se leva d'un seul mouvement pour les applaudir. Camille, les joues ruisselantes de larmes, serra Julien dans ses bras. Dans cette ovation, ils entendirent bien plus que de la reconnaissance professionnelle. Ils entendirent la validation de leur choix, la célébration de leur amour, la preuve que leur histoire avait du sens. Après la cérémonie, ils furent entourés de journalistes qui voulaient connaître leur histoire. Camille laissa Julien parler, mais il insistait toujours pour dire « Demandez à ma femme, c'est elle la vraie force derrière tout ça. » Le soir, ils dînèrent dans un restaurant étoilé sur la rive gauche, invités par un distributeur parisien important qui voulait commercialiser leur vin dans toute la France. L'offre était généreuse, mais Julien et Camille demandèrent du temps pour réfléchir. « Nous ne voulons pas grandir trop vite, » expliqua Julien. « Nous voulons préserver la qualité, l'âme de ce que nous faisons. » Le distributeur hocha la tête avec respect. « Je comprends. Et c'est précisément pour ça que votre vin est exceptionnel. » De retour à Bordeaux quelques jours plus tard, Julien et Camille retrouvèrent leur propriété avec un bonheur immense. Les vignes commençaient à bourgeonner, annonçant le printemps. Ils marchèrent jusqu'à leur parcelle, celle qu'ils avaient sauvée et transformée. « Tu te souviens du jour où nous avons décidé de faire ça ?» demanda Camille. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'était le jour où j'ai compris que ma vie recommençait vraiment. Et aujourd'hui ?» Julien se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. « Aujourd'hui, je réalise que tout ce qui m'est arrivé, la maladie, l'abandon, la souffrance, tout cela avait un sens. Parce que ça m'a conduite à toi. Et toi, tu m'as conduit à cette vie. Une vie que je n'aurais jamais imaginée, mais qui est infiniment plus belle que tout ce que j'avais avant. » Camille sourit à travers ses larmes. « Moi aussi, j'ai trouvé ma place. Je ne suis plus la petite employée de Limoges qui cherchait un sens à sa vie. Je suis Camille Moreau-Devreau, vigneronne, et j'aime cette femme que je suis devenue. » Ils restèrent là un long moment, enlacés au milieu des vignes, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles naissantes. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans la cuisine, leur endroit préféré de toute la maison, Camille annonça une nouvelle qui allait tout changer encore une fois. « Julien, j'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux de son assiette, intrigué par son ton sérieux. « Quoi ? Je suis enceinte. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité, puis le visage de Julien s'illumina d'un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu. « Tu es sûr ? J'ai fait 3 tests. Je suis sûr. » Julien se leva d'un bond, la prit dans ses bras et la fit tournoyer. « On va avoir un bébé, on va avoir un bébé !» Camille rit à travers ses larmes de joie. « Oui, notre famille s'agrandit. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, Julien posa sa main sur le ventre encore plat de Camille. « Tu sais ce que je vais lui dire à cet enfant quand il sera assez grand pour comprendre ? Quoi ? Je vais lui raconter l'histoire de sa mère. Comment elle est restée quand tout le monde était parti. Comment elle a cru en moi quand je ne croyais plus en rien. Comment elle a transformé ma vie. Et je vais lui apprendre qu'aimer, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. Le choix de rester, le choix de se battre, le choix de construire ensemble. » Camille l'embrassa tendrement. Et moi, je lui raconterai l'histoire de son père. Un homme qui a su se relever après être tombé.
Un homme qui a choisi l'intégrité plutôt que la facilité. Un homme qui m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on construit avec ses mains et son cœur. Les mois passèrent dans une douce anticipation. Le ventre de Camille s'arrondissait, tandis que les vignes se couvraient de grappes prometteuses. Julien était aux petits soins, refusant qu'elle travaille trop dur, préparant la chambre du bébé dans l'ancienne chambre d'amis qu'ils avaient repeinte en jaune pâle. Anne-Marie venait régulièrement, tricotant des petits vêtements et prodiguant des conseils. Les parents de Camille firent plusieurs voyages depuis Limoges, Françoise s'exclamant à chaque fois devant la beauté de la propriété et la transformation de sa fille. « Tu es radieuse, ma chérie, disait-elle. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. » Et c'était vrai. Camille rayonnait d'un bonheur simple et profond. Elle avait trouvé sa place dans le monde, aux côtés d'un homme qu'elle aimait, dans une vie qu'il construisait pierre par pierre. En septembre, quelques jours avant les vendanges, Camille donna naissance à une petite fille qu'ils prénommèrent Louise, en l'honneur de la grand-mère de Camille. L'accouchement fut long mais sans complications, et lorsque Julien tint sa fille pour la première fois, il pleura de joie. « Merci, murmura-t-il à Camille. « Merci de m'avoir donné cette vie. »« Et toi qui m'as donné cette vie, répondit-elle. Alors disons que nous nous la sommes donnée l'un à l'autre. Les vendanges de cette année-là furent particulières. Julien insista pour que Camille se repose et s'occupe de Louise, mais elle venait souvent dans les vignes avec le bébé dans un porte-bébé, supervisait le travail, goûtait les raisins. « Notre fille connaîtra le goût de la terre dès son plus jeune âge, disait-elle en souriant. Le vin de cette année fut baptisé Louise, en l'honneur de leur fille. Et comme une bénédiction du destin, ce millésime s'avéra être le meilleur qu'ils aient jamais produit. Un après-midi d'octobre, alors que Camille berçait Louise sur la terrasse et que Julien travaillait dans les chais, une voiture remonta lentement l'allée. Camille fronça les sourcils, ne reconnaissant pas le véhicule. La portière s'ouvrit et une femme d'une cinquantaine d'années en descendit. Il fallut quelques secondes à Camille pour la reconnaître. C'était Marie-Claire, la sœur de Julien. Marie-Claire s'approcha timidement, le visage marqué par l'émotion. « Bonjour, dit-elle d'une voix hésitante. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais j'ai appris pour le bébé et je voulais voir mon frère, si tu veux bien. » Camille resta silencieuse un moment, puis dit simplement « Attends ici. » Elle entra dans la maison et alla chercher Julien. Lorsqu'il vit sa sœur à travers la fenêtre, son visage se durcit. « Qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne sais pas. Mais peut-être devrais-tu l'écouter. » Julien sortit sur la terrasse. Marie-Claire se leva, les yeux remplis de larmes. « Julien, je suis tellement désolée. Pour tout. Pour t'avoir abandonné quand tu étais malade. Pour avoir choisi l'argent plutôt que toi. Pour ne pas avoir eu le courage de rester. » Julien croisa les bras, son visage impénétrable. « Pourquoi tu viens maintenant ? » « Parce que j'ai honte. Parce que j'ai réalisé que j'ai perdu mon frère. Et parce que je veux essayer de réparer. » Un long silence s'installa. Camille, tenant Louise contre elle, observait la scène sans intervenir. C'était à Julien de décider. Finalement, il dit d'une voix calme « Marie-Claire, tu m'as fait du mal, beaucoup de mal, mais je ne veux plus porter cette colère. Si tu veux revenir dans ma vie, tu es la bienvenue. Mais il faut que tu comprennes. Ma vraie famille, c'est Camille et Louise maintenant. Elles passent avant tout. » Marie-Claire hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je comprends, et je respecte ça. » Elle s'approcha timidement de Camille et regarda le bébé. « Elle est magnifique. »« Merci, » dit Camille avec un sourire prudent. « Tu as de la chance, Julien, » dit Marie-Claire en se tournant vers son frère, « d'avoir trouvé quelqu'un comme elle. »« Je le sais, » répondit Julien en passant son bras autour des épaules de Camille. Marie-Claire resta pour le thé. La conversation fut d'abord tendue, puis, progressivement, elle se détendit. Marie-Claire raconta qu'elle avait quitté son travail à Paris, qu'elle s'était séparée de son mari et qu'elle cherchait maintenant à reconstruire sa vie. Elle reconnut qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle avait été lâche et égoïste. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-elle. « Mais j'aimerais faire partie de votre avenir, si vous me le permettez. » Julien regarda Camille, qui hocha doucement la tête. « D'accord, » dit-il, « mais à une condition, plus de mensonges, plus de faux semblants, seulement la vérité. Je te le promets. » Lorsque Marie-Claire partit ce soir-là, Julien et Camille restèrent longtemps sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître dans le ciel automnal. « Tu as fait le bon choix, »
dit Camille doucement. Tu crois? Oui, le pardon libère. Et maintenant, tu es vraiment libre. Les années qui suivirent furent remplies de travail, de joie et de croissance. Le domaine Moreau-Devereux devint une référence dans le monde des vins biologiques. Leur production restait modeste, mais leur réputation était immense. Des journalistes du monde entier venaient visiter leurs propriétés, intrigués par cette histoire de renaissance et d'amour. Louise grandit au milieu des vignes, courant pieds nus entre les rangées, apprenant les noms des cépages avant même de savoir lire. 2 ans plus tard, un petit garçon naquit, qu'ils prénommèrent Henri, en l'honneur du père de Julien. Marie-Claire devint une présence régulière dans leur vie, et progressivement les blessures guérirent. Vincent, lui, ne revint jamais, mais Julien avait fait la paix avec cette absence. Il avait compris que certaines personnes choisissent de rester prisonnières de leur amertume, et qu'on ne peut pas les sauver malgré elles. Un soir d'été, 10 ans après leur première rencontre, Julien et Camille étaient assis sur la terrasse, regardant leurs enfants jouer dans le jardin. Les vignes s'étendèrent devant eux, luxuriantes et généreuses. « Tu te souviens du jour où je t'ai demandé pourquoi tu restais ?» demanda Julien. « Oui, sourit Camille, et je t'ai répondu, « Parce que quelqu'un doit le faire. » « Et maintenant, pourquoi tu restes maintenant ?» Camille posa sa tête sur son épaule. « Parce que c'est ici que je suis chez moi, parce que tu es ma maison, et parce que cette vie que nous avons construite ensemble est plus belle que tout ce que j'aurais pu rêver. » Julien l'embrassa tendantement. « Moi aussi, je suis chez moi. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment chez moi. » Et tandis que le soleil se couchait sur les vignobles de Bordeaux, teintant le ciel de rose et d'or, Camille et Julien comprirent que leur histoire n'était pas celle d'un miracle ou d'un conte de fées. C'était l'histoire de 2 êtres humains qui avaient choisi de rester, de se battre, de construire, de croire en l'amour quand tout semblait perdu. C'était l'histoire d'une femme qui avait été la seule à rester, et d'un homme qui avait su reconnaître ce cadeau inestimable. C'était tout simplement l'histoire d'un amour vrai.